Incontournable à présent, et c'est à Melbourne que se déroule notre histoire, celle des Thelma et Louise australiennes, deux femmes qui ont fait souffler le vent de l'aventure dans leurs cheveux. C'est le foyer de l'Australian Way of Life. Melbourne, qui borde le tranquille fleuve Yarra, se hisse fréquemment en tête des classements des meilleures villes au monde. Il y a un siècle, la capitale australienne du cool était déjà une ville d'avant-garde. Elle fut aussi la ville de deux intrépides pionnières de l'automobile. Greg Bowring nous replonge dans cette époque où un nouveau mode de transport envahit les rues de la jeune et bouillonnante cité, l'automobile. En 1919, sur Cotham Road, à 2 pas d'ici, il y a une femme du nom d'Alice Anderson qui établit un garage 100% féminin. En 1925, elle a déjà reçu plus de 50 candidatures d'apprentis mécaniciennes ici à Melbourne. En 1925, vous imaginez? C'était le seul garage entièrement féminin de la ville. Et ces filles s'y connaissaient bien mieux en voiture que la plupart des hommes, c'est sûr. Les Motor Girls d'Alice Anderson suscitent aussi bien les critiques haineuses que l'admiration. Parmi les admiratrices, deux amies, Jean Robertson et Kathleen Howell. Issues de familles aisées, elles n'ont pas besoin de travailler et s'adonnent corps et âme à leur passion de l'automobile. Bientôt, l'une d'entre elles reçoit un cadeau qui résonne comme une invitation au voyage. Le père de Kathleen lui offre une Lancia Lambda. Vous imaginez, au tout début des années 20, recevoir un magnifique bolide italien, une technologie flambant neuve. Qu'est-ce qu'elles en font? Eh bien, elles décident de conduire. Les deux amies se fixent un improbable défi. Traverser l'Australie du sud au nord. Elles sont déjà un peu connues dans le milieu de l'automobile, qui était bouillonnant à l'époque, à tel point que le patron de la société pétrolière Shell les contacte. Il leur dit « On a entendu parler de votre projet, on le soutient et on aimerait vous aider. On va fournir toute l'essence dont vous avez besoin pour votre voyage, la traversée du sud au nord, et ça fait une sacrée quantité d'essence. » En juin 1927, Jean et Kathleen n'ont pas 30 ans. Elles abandonnent leur vie bourgeoise de filles rangées le temps d'un périple en territoire hostile et décident, depuis Melbourne, de rejoindre la ville de Darwin. 3800 km de course les attendent. Elles traversent le désert le plus aride du pays. Elles doivent être très bien préparées. Des personnes meurent pendant cette traversée. Elles parcourent le territoire de tribus aborigènes inconnues, sur des pistes de sable. C'est un sacré voyage, un voyage à haut risque. À l'époque, les routes dans les grandes villes sont des routes pavées. Mais dès qu'on s'éloigne des villes, qu'on rejoint l'arrière-pays, on parle de routes à peine balisées, avec des trous, des crevasses, des troncs d'arbres. Je pense que ça a dû être la principale difficulté pour Jean et Kathleen. C'est un long, très long voyage. Et le tout à une vitesse qui n'excède jamais 50 km/h. Au total, ça leur a pris environ 4 jours et demi. Jean et Kathleen sont les premières femmes à réaliser ce périple. Mais elles ne veulent pas s'arrêter là, et surtout, elles visent désormais un record de vitesse. Leur nouveau défi, traverser le pays continent d'ouest en est, rejoindre Melbourne aussi vite que possible, depuis la banlieue de Perth. 3400 km. Elles parcourent cette distance en 3 jours et demi. Malheureusement, elles n'arrivent pas à battre le record de temps, parce que la voiture s'embourbe près du mont Augusta, à quelques kilomètres de Melbourne. On a retrouvé les journaux de 1928, et on y mentionne de nombreuses aventures. Des dingos qui volent de la nourriture en pleine nuit, des rencontres avec des tribus aborigènes qui les aident en chemin, des pneus crevés et l'aide reçue par des personnes croisées en route. Ça a dû être un voyage épique. Si elles échouent à battre le record, ce n'est que de quelques heures. Une performance qui prend de court leur propre sponsor.
Lorsqu'elles terminent leur course à Melbourne, elles s'attendent évidemment à un beau comité d'accueil. Shell est leur sponsor. Donc elles se rendent au QG de la compagnie et il n'y a personne. Juste un parking vide. Les filles se rendent à l'intérieur, s'adressent à la réception. Elles disent « Bonjour, nous sommes Jean et Kathleen. On arrive tout juste de l'autre bout du pays, de Fremantle. » En fait, personne ne les attendait si tôt. Shell avait estimé qu'elles prendraient bien plus longtemps pour réaliser la traversée. Évidemment, une fois qu'ils ont appris qu'elles étaient arrivées, ils ont sorti le champagne, prévenu les médias et tenu une fête dans leur QG. Auréolés de leurs exploits, Jean et Kathleen s'embarquent bientôt pour l'Europe dans une traversée motorisée à travers une dizaine de pays. À l'étranger, comme dans leur ville natale, les deux aventurières sont aujourd'hui devenues un symbole du si singulier Australian Spirit. Vous savez, c'est un grand pays hostile et aride. 99% de notre territoire est inhabitable. Il fait des chaleurs folles ici. Il y a des dizaines d'espèces animales mortelles. Le Australian Spirit, c'est l'idée de partir à l'aventure coûte que coûte, de s'éclater, d'échouer et de continuer. Pour moi, Jean et Kathleen ont fait l'une des dernières grandes explorations de ce pays. Elles sont un symbole d'aventure, un symbole de progrès. Et puis surtout, le symbole que les femmes peuvent, elles aussi, faire ce qu'elles veulent. On en fait des kilomètres nous aussi. C'est le moment de répondre à la devinette. Tout à l'heure, je vous demandais quel est le lien entre Che Guevara et le Béarn. Eh bien, c'est le béret. Au début du XXe siècle, la transformation du mode de vie pastoral pousse de nombreux bergers du Béarn à partir en Amérique. Ils emportent avec eux leurs précieux bérets en laine. Aux États-Unis, comme en Amérique latine, le couvre-chef est rapidement adopté par une partie de la population, dont l'Argentin Che Guevara. Je vous dis bis bald.